savez, l'appréciation de l'efficacité interne ou externe de l'éducation, c'est à travers des indicateurs. C'est des indicateurs qui sont définis en amont, qui permettent de dire si les objectifs à court terme sont atteints et si également ceux à long terme sont envisagés pour être effectivement atteints. Et au nombre de ces indicateurs, on vous parlera du taux de rétention, taux de scolarisation avant, taux de promotion, taux de redoublement et pourquoi pas taux d'achèvement. C'est valable pour tous les ordres d'enseignement. Donc au niveau du sous-ordre des enseignements maternels et primaires, le contenu du taux d'achèvement n'est pas exactement le même qu'au niveau des autres ordres d'enseignement. Depuis 2016, qu'il vous souvienne que le gouvernement a entrepris beaucoup de réformes. Et le secteur de l'éducation n'a pas échappé à ces réformes. Et des réformes qui ont induit des mesures. Et je pourrais vous dire, 9 ans après, au niveau du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, on peut valablement parler aujourd'hui de ce que nous avons réellement comme résultat. Comme vous l'avez constaté, par rapport à l'examen qui sanctionne la fin du cycle primaire, comme prévu dans la loi d'orientation de l'éducation nationale en République du Bénin. Je voudrais un peu m'attarder sur ce point-là parce que j'entends beaucoup de choses également en la matière s'agissant de l'organisation de l'examen du certificat d'études primaires. C'est le certificat d'études primaires par rapport à la loi de 2003, du novembre 2003, portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin. Quoique modifiée en 2005, c'est cette loi-là qui prévoit que la fin du cycle primaire est sanctionnée par un examen qui s'appelle certificat d'études primaires. Je disais tantôt que depuis 2016, d'année en année, le taux d'inscription au CEPE évolue. Même en période de Covid, nous n'avons pas connu de régression en matière de taux d'inscription au CEPE. Et c'est ce qui justifie l'augmentation de près de 6% pour le compte de certificat d'études primaires 2025. Je peux vous dire que de façon générale, le système éducatif béninois se porte bien. Même si il y a toujours des choses qu'il faut pouvoir corriger. Le secteur de l'éducation est un secteur dynamique. Très dynamique en ce sens que du moment où la population augmente, les besoins d'éducation augmentent aussi. Ce qui fait que les chiffres changent à mesure. Quand vous prenez le taux de scolarisation, c'est-à-dire les enfants en âge d'aller à l'école et les enfants inscrits réellement à l'école, vous allez constater que tous les 5 ans, c'est des chiffres qui évoluent. Alors, ce que je voudrais qu'on puisse noter de façon générale, en 2016, pour le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, public et privé confondus, on avait un effectif d'environ 2 300 000 apprenants. Où en sommes-nous aujourd'hui en 2025? Nous avons aujourd'hui environ 2 600 apprenants au niveau du cycle primaire. C'est-à-dire
que nous prenons en compte tous les enfants inscrits au CI et qui sont dans le système jusqu'à classe de CM2. Alors, vous convenez avec moi qu'il y a eu une augmentation, même si on pouvait encore faire mieux. Lorsque je reviens à la politique consistant à maintenir les apprenants dans le système éducatif, notamment au niveau du sous-secteur, on l'évalue par rapport à ce qu'on appelle le taux de rétention. C'est-à-dire les enfants qui sont entrés à l'école là, au CI, cours d'initiation pour nous, première année du primaire chez d'autres. À la fin de l'année, combien parmi eux on retrouve au cours suivant, le cours préparatoire, deuxième année? Est-ce que chemin faisant, il y a des enfants qui ont abandonné? Et lorsque vous prenez du CP au CE, ainsi de suite, et quand vous prenez tout le cursus jusqu'au CM2 également, on peut évaluer dans une cohorte de 1000 entrées au cours d'initiation, combien on retrouve finalement au CM2, qui est la classe terminale du primaire. Et par conséquent, on parle de taux de rétention. Et là, c'est à travers les différentes politiques mises en place que cela s'apprécie. Chaque pays peut se fixer des objectifs en disant, moi, je voudrais que le taux de rétention dans mon pays soit 100%. Ce serait vraiment l'idéal. On dirait que ce n'est pas réaliste. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener des enfants à quitter l'école. Et l'école où l'État n'a pas la maîtrise de toutes les données, de tous les contours. En 2016, c'est là l'essentiel, j'étais à un taux de rétention de 72%. C'est-à-dire que sur 100 qui entrent à l'école, il n'y avait que 72 qu'on retrouvait dans le système. En 2025, même avant 2025, on n'a même pas encore fait le calcul de 2025. Le taux que vous donnez maintenant en termes de taux de rétention pour le compte de l'année 2023. Nous sommes à 96%. Ça veut dire que sur 100, il y a 96 qui continuent d'être à l'école et 4 qui ont dû prendre d'autres chemins. Ça confirme ce que vous avez dit tantôt comme quoi nos différents taux se sont améliorés. Lorsque je viens maintenant au taux d'achèvement, comment on obtient le taux d'achèvement? De façon technique, je vous dirais que le taux d'achèvement s'obtient en établissant le rapport entre l'effectif total, quel que soit l'âge, des enfants qui arrivent en classe terminale du primaire, c'est-à-dire au CM2, pour la première fois. Donc, ça ne prend pas en compte les redoublants de la classe de CM2. Je dis, quel que soit leur âge. Alors, c'est ce rapport-là qu'on établit entre l'effectif des enfants en âge de terminer le cycle primaire, c'est-à-dire en âge d'aller au CM2, ou à défaut, en âge d'arriver au CM1 pour le compte de l'année qui a précédé, mais en fin d'année du CM1. Alors, pour être plus concret, et lorsque vous vous référez à la loi d'orientation dont j'ai parlé tout à l'heure, la loi prescrit que l'enfant qui doit aller au CI doit être âgé au moins de 4 ans et demi. C'est-à-dire, à partir de 4 ans et demi, on peut inscrire un enfant au cours d'initiation. Alors, si c'est le cas, si on en inscrit à 4 ans et demi au cours d'initiation, puisque le cycle primaire, ça également, c'est la loi qui le prescrit comme ça, a une durée de 6 ans, alors figurez-vous que pour qu'il arrive au CM1 tout au moins, il serait entre 9 ans ou 10 ans. Alors, si on doit le prendre en compte à partir du début du CM2 pour apprécier le taux d'achèvement primaire, il doit être entre 11 ans, peut-être dans une certaine mesure 12 ans. Alors, quand on fait ce rapport-là, on voit combien ces enfants-là, combien sont-ils ces enfants
en âge normal, qui sont arrivés au CM2 pour la première fois, sans avoir redoublé. Alors là, le taux d'achèvement permet d'apprécier quoi? Ça permet d'apprécier le niveau de redoublement au niveau du cycle primaire. Est-ce qu'il y a eu de redoublement? Est-ce qu'il y a eu d'obstacles pour ces enfants? Autre élément que le taux d'achèvement au primaire permet d'évaluer, c'est déjà même l'âge d'inscription à l'école. Si vous inscrivez à l'école un enfant à 8 ans, parce que lorsqu'un parent amène un enfant à l'école à 8 ans, l'école n'a pas le droit aujourd'hui de lui dire qu'il n'y a plus de place pour lui. Encore que, à côté aujourd'hui, nous avons mis en place une approche qui nous permet de récupérer ces enfants qui ne sont jamais allés à l'école. Malgré tout ce qui est fait jusqu'à présent par rapport à cette catégorie d'enfants, ou jamais inscrits, ou ayant abandonné chemin faisant, on a encore environ un peu moins de 3 millions d'enfants aujourd'hui qui sont hors du système éducatif. Ça, c'est ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance. Alors, quand vous retrouvez un enfant à 8 ans, aussi, qu'on inscrit aussi, alors vous pouvez vous imaginer déjà à quel âge il pourra arriver au CM2, qui est la phase terminale du primaire. Alors, quand vous mettez tout ça là ensemble, retenez que le taux d'achèvement ne permet pas de savoir combien d'élèves ont décroché chemin faisant. Mais le taux d'achèvement permet de savoir, 1, combien d'élèves ont eu des difficultés dans le cursus et n'ont pas pu faire, disons, les 6 ans prévus en 6 ans. Et ils sont allés au-delà. Convenez avec moi que c'est juste pour ça. Donc, ça ne traite pas des questions de déperdition. Je voudrais également partager avec vous ceci que nous avons constaté, et pour être honnête, en 2015, si mes souvenirs sont bons, le taux d'achèvement évalué était estimé entre 77 et 79%. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il? Le taux d'achèvement aujourd'hui est un peu moins de 70%. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. En 2016, le taux de réussite à l'examen du CEP était de 40% à peine, que vous en souvenez. Et à l'occasion, nous avons pris la lourde responsabilité de décharger tous les directeurs qui avaient 0% au CEP. Et on avait déchargé près de 700 directeurs d'école en son temps. Okay. L'année qui a suivi, on a fait la même chose. Alors cela a réveillé l'attention des enseignants sur le terrain et des directeurs d'école qui, par le passé, du fait de cette politique-là de passage systématique des enfants, et ce qui permettait d'avoir un taux élevé au CEP 90%, et plus en 2015, alors les directeurs d'école et les enseignants ont protégé leurs fonctions, et certains ont protégé leur carrière. Et ont commencé déjà par sélectionner les enfants, déjà à partir même du cours d'initiation. Donc ce n'est pas tous les enfants qui arrivaient au cours d'initiation en son temps, qui normalement devraient aller au cours préparatoire sans aucune autre forme de formalité, qui y allaient. Donc on a commencé par faire des sélections. Quand je dis on, c'est sur le terrain. Et nous-mêmes, malgré le suivi qu'on a mis en place, malgré le contrôle qu'on a encore à faire, je dois avouer que on n'a pas pu très tôt saisir qu'ils ont pris des dispositions pour contourner, les sanctions qui pourraient arriver. Donc, ce qui fait que, quand on a fait le point, après on a constaté que il y a désormais plus de redoublants. Et c'est lorsqu'on a cherché qu'on a vu que les directeurs et les enseignants ont peur des sanctions et ont commencé par faire des sélections contrairement aux dispositions réglementaires. C'est ça qui a agi sur un certain nombre d'années. On a fait le constat déjà à partir, disons, de 2019,
Comme quoi, le taux d'achèvement a chuté parce qu'il y a beaucoup de redoublants. Je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas à confondre avec le décrochage. Ce n'est pas à confondre avec la déperdition scolaire. Les enfants sont à l'école, mais ils passent à l'école plus de temps qu'il n'en fallait. Donc voilà ce que nous avons constaté, qui a fait que, alors nous-mêmes, on est allé, je dirais, au plus pressé pour ramener les enseignants sur la voie initiale et la voie conforme aux tests qui existent en la matière. Donc, ce qui fait que depuis 2021, donc ces taux-là ont commencé par s'améliorer et aujourd'hui, c'est un peu moins de 69%. Sinon, disons 69% actuellement. Et avec les mesures qui sont en cours, avec le suivi que nous avons renforcé désormais sur le terrain, alors nous allons pouvoir atteindre tout au moins 75% les années à venir de taux d'achèvement. Ça veut dire que les enfants, au lieu de faire 7 ans, 8 ans, feront les 6 ans normal et auront le niveau requis. Je dois pouvoir vous dire et rappeler que après 2016, déjà en 2017, le taux de réussite au CP a commencé par augmenter. Et ce n'est pas tout simplement des résultats quantitatifs que nous apprécions, c'est également les résultats qualitatifs. Nos enfants aujourd'hui, que ce soit dans le public ou dans le privé, et quand vous les interrogez par rapport à leurs compétences développées selon leur niveau, vous-même, vous êtes satisfait quand même, vous constatez qu'il y a un changement majeur par rapport au passé. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. De façon ramachée, je vous dirais que notre système éducatif aujourd'hui, du moins pour ce qui concerne le sous-secteur des enseignements maternels et primaires, se porte bien. Il y a certainement et sûrement des choses à encore améliorer. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un secteur très dynamique. Alors, si on doit parler du taux de rétention, et c'est là où je voudrais vraiment que nous focalisions notre attention, c'est ça qui détermine beaucoup plus la santé du système éducatif. Comment on maintient les enfants à l'école. Il y a plusieurs facteurs qui ont permis aujourd'hui de passer de 72% en 2016 à 96% en 2023. Qu'il vous souvienne que le programme national d'alimentation scolaire intégrée, n'est-ce pas, est intervenu de façon, je dirais, concrète en 2017. Vous savez aujourd'hui que l'État, à travers ce financement important, plus de 30 milliards de francs CFA injectés dans le secteur pour nourrir les enfants à l'école, pour permettre aux enfants, tout moins d'avoir droit à un repas chaud chaque jour de classe. Aujourd'hui, c'est 32 milliards 5 l'an du budget national, avec la contribution des partenaires. Alors, un enfant qui a l'assurance de pouvoir trouver à manger à l'école, à défaut de l'avoir à la maison, court désormais vers l'école. Donc, il y a que ce programme-là, il y a contribué abondamment. Ensuite, il y a la présence effective des enseignants à l'école. Qui vous souviennent qu'à travers les différentes mesures que nous avons prises, à travers également le développement du dialogue social fécond, un dialogue qui s'anime au jour le jour, les enseignants sont beaucoup plus à la tâche et cela rassure les parents, cela rassure également les apprenants qui viennent à l'école. Donc cela a également contribué à l'amélioration des différents taux. Donc par rapport au maintien, j'ai parlé tantôt des kits scolaires que l'État, avec ses partenaires, essaie de mettre à la disposition des enfants. Un enfant qui n'a pas de tenue scolaire prévue peut être gêné personnellement d'aller à l'école et de se retrouver différent des autres. Il préférerait rester à la maison. Donc, il y a cela. Un enfant qui arrive à l'école sans disposer du minimum de fournitures scolaires pourrait également se décourager et dire, bon, moi, je ne suis rien par rapport aux autres. Donc, toutes ces mesures-là ont fait que les enfants sont beaucoup plus restés à l'école. Nous avons également connu des réussites concrètes, effectives, au niveau de la performance de nos apprenants à l'école aujourd'hui. Alors, le facteur également, c'est tous ces deux éléments et trois là que je vous ai parlé tout à l'heure. Du moment où les enseignants sont présents,
Du moment où ils sont à la tâche, du moment où les apprenants sont pris en charge, je crois qu'il n'y a rien à faire. Les résultats seront toujours rendus. De façon générale, je pourrais vous dire que l'introduction de cette catégorie d'enseignants dans le système a permis de résoudre au niveau de l'État beaucoup de problèmes, au nombre desquels celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme quoi, avant que l'enfant ne vienne à l'école, au-delà d'avoir la chance de trouver à manger, qu'il ait l'assurance également de la présence d'un enseignant. Alors, le gouvernement s'est fixé l'objectif d'avoir dans chaque classe, depuis 2016, un enseignant. Et dans ce cadre, toutes les dispositions ont été prises. Je ne manquerai pas de vous dire qu'en 2016, le déficit en enseignants à la maternelle et au primaire était de 12 126. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait plus de 12 000 salles de classe sans enseignants en 2016. Alors, il fallait parer au plus pressé. Parce qu'une classe sans enseignants, les élèves n'apprendront rien. Okay? Première mesure prise en 2016, dans un budget que le gouvernement de 2016 a pris en cours d'exécution, puisque vous vous souvenez que le premier gouvernement du président de la République a été mis en place en avril 2016. Et le budget de l'État de 2016 étant déjà mis en exécution depuis janvier 2016. Donc c'était un budget en cours d'exécution. Et voilà qu'on se retrouve en face d'une situation du genre où on a plus de 12 000 salles de classe sans enseignants. Première mesure prise, le gouvernement a hérité déjà d'une mesure, disons, d'une disposition, je crois qu'il voudrait qu'il y ait de concours de recrutement dans l'enseignement. Et cela ne visait qu'environ 3 671 enseignants qu'on appelait les contractuels, n'est-ce pas, de l'État. Donc, le gouvernement a fait organiser ce concours-là en 2016 et on a pu recruter les 3 000 et quelques enseignants à son contractuel. 3 000 et quelques, disons 4 000 dans 12 000, vous voyez que ça ne résout encore aucun problème. Alors, l'état des lieux nous a permis en ce moment-là au niveau du secteur de constater qu'il y avait encore beaucoup d'enseignants au poste sédentaire. On parle de ce poste sédentaire en termes de bureau où les gens sont alors qu'ils sont des enseignants formés. Alors, on a sorti des critères comme quoi on va vérifier si ces enseignants-là qui sont au poste sédentaire souffrent peut-être de certaines carences au plan sanitaire. Ou qu'est-ce qui justifie leur position au poste sédentaire alors que leur place devrait être dans les salles de classe. Alors quand on a fait les recoupements, on a fait les analyses, on a pu quand même redéployer, renvoyer sur le terrain de la classe 3088 enseignants en ce moment-là. Donc on a déjà coupé, en ce moment-là déjà en octobre 2016, on a déjà coupé le déficit là de moitié. Donc il restait ensuite maintenant la moitié qu'il fallait trouver. Et c'est là où le gouvernement a pensé à cette catégorie d'enseignants qui ne sont rien d'autre que ce que les populations utilisaient directement et qu'on appelait les enseignants communautaires. Donc au lieu de laisser la charge aux communautés pour les prendre en charge et les payer, le gouvernement a dit, moi je m'en occupe pour combler totalement le déficit. Donc le ministère a exprimé ses besoins en la matière et on a mis en place au niveau du gouvernement, tant pour le primaire que le secondaire, ce dispositif d'enseignants qu'on a appelé les aspirants au métier d'enseignant. Et au lieu que ça soit, disons, qu'ils soient recrutés par la même procédure, de ce que nous connaissons là, c'est les populations, c'est le président du bureau APE, c'est le directeur de l'école, c'est quelqu'un qui a qui connaît, on amène tout le monde dedans sans qualification. Le gouvernement a dit, on va le faire de façon transparente. Alors, on a déterminé les critères. Au niveau du primaire, il fallait être détenteur tout au moins du baccalauréat. Ou bien d'un certificat, d'un diplôme professionnel, le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique ou le certificat d'aptitude pédagogique. Encore, le gouvernement a fait organiser un test
de recrutement des aspirants au métier d'enseignant. Et on a créé ce qu'on a appelé la base de données. Et on déployait ces enseignants-là sur le terrain, sur la base des moyennes qu'ils ont obtenues. Et on n'en a pas retenu, on n'a pas mis dans la base de données tous ceux qui ont une moyenne inférieure à 10 sur 20. Ce qu'on appelle la base de données et la base de compétences. C'est ceux-là qui ont été déployés. Je voudrais faire la part pour vous dire que non seulement ils ne sont pas laissés à la portée des communautés, ou peut-être même des directeurs d'école, c'est qu'ils ont bénéficié d'un traitement meilleur à celui que les communautés, selon leurs moyens, auraient pu leur offrir. Et ils étaient payés directement du budget national. Donc, on les a appelés aspirants au métier d'enseignant. Alors, chemin faisant, il y a eu la requête qu'ils voudraient qu'on les reverse en agent contractuel de droit public de l'État. Alors, le gouvernement s'est organisé et a décidé de les reverser effectivement en agent contractuel de droit public de l'État. Je profite de votre canal pour le leur rappeler une deuxième fois. C'est un acquis. Tous les aspirants au métier d'enseignant qui sont aujourd'hui utilisés, sont aujourd'hui un peu plus de 16 000 au niveau du sous-secteur, ont droit au reversement. Tout ce qui reste n'est que question de modalité. En tant qu'AME, ils sont toujours dans le système. L'État n'a pas encore demandé la rupture de leur contrat. Ils bénéficient de leur traitement, même si la nature humaine est toujours en train à l'amélioration de ses conditions de vie, mais ce qu'ils ont aujourd'hui comme traitement, pour ma part, est déjà mieux que ce qu'ils avaient quand ils étaient communautaires. Donc, qu'ils soient rassurés. C'est vrai, sur le volet, disons, de gestion là, n'incombe pas tout simplement au sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Il y a les finances qui doivent intervenir. Il y a la fonction publique qui intervient également. Donc, c'est un ensemble, de ministères, ce qu'on appelle un comité interministériel qui s'en occupe. Et c'est sur les modalités que les équipes continuent de travailler. Alors, on a dit, dans la mesure que tous ceux qui ont déjà 3 ans d'ancienneté en tant qu'aspirants au métier d'enseignant ont droit au reversement. Alors, s'ils ont tous aujourd'hui au-delà de 3 ans d'ancienneté, alors en fonction des ressources de l'État disponibles, vague par vague, ils vont être reversés. L'exigence que moi je fais pour qu'ils soient reversés effectivement, et ça je voudrais partager ça avec vous, c'est la qualité de leur prestation. Il n'est pas enseignant qui veut, mais qui peut, et qui comprend ce qu'il doit faire, et qui le fait, déjà par rapport même à son niveau de connaissance, à son niveau de compétence. Si les insuffisances relèvent de l'État, on ne peut pas les faire porter. Mais tout au moins, qu'ils soient ponctuels, qu'ils soient assidus, et qu'ils fassent leur travail, et il n'y a rien à faire. Ils vont devenir agents contractuels de droit public de l'État, et pourquoi pas devenir fonctionnaires de l'État. C'est en fonction du budget que le ministère de l'Économie et des Finances en son temps avait fait cette estimation-là. De commencer par d'abord 1500 au niveau de chaque sous-secteur, puisque nous sommes 2 sous-secteurs essentiellement concernés aujourd'hui, même si le supérieur est aussi rentré dedans. Donc pour les 2 sous-secteurs, c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui a prévu commencer par, un effectif de 1500 pour le primaire, un effectif de 1500 pour le secondaire, en fonction du budget de l'année disponible. Ça n'exclut pas les autres. Alors, pour ces 1500-là, ils estiment que ce n'est pas encore effectif. Ce qui veut dire que les modalités continuent d'être en cours. Mais du moment où c'est retenu, ça sera effectif. Et pourquoi pas aller au-delà? Je dis, comme je dis, en fonction de ça, ça ne dépend pas du sous-secteur. Le sous-secteur utilise les ressources. Mais le sous-secteur des enseignements maternels et primaires est tenu de travailler avec la fonction publique qui est l'employeur. N'est-ce pas? Pour l'administration publique, c'est la fonction publique qui est l'employeur. Et pour l'administration publique, c'est le ministre chargé de l'économie des finances qui est également l'employeur.
au premier chef même, puisque c'est lui qui doit payer les salaires des uns et des autres. Donc, nous sommes tenus par le calendrier du ministère de l'économie et des finances, mais l'assurance que nous donnons, puisque nous sommes tous membres du gouvernement, c'est un acquis pour les aspirants au métier d'enseignant aujourd'hui, qu'ils soient du primaire, de la maternelle ou du secondaire. Vous savez, l'examen est régi par des tests. Et tous ces aspects-là ont été pris en compte déjà même dans la mise en place des tests. C'est de plus en plus courant aujourd'hui, ce qui était rare dans le passé, de retrouver au CM2 des enfants de 9 ans. Alors que pour être autorisé à s'inscrire au certificat d'études primaires, il faut avoir 10 ans minimum. Mais les tests sont prévus, ces cas-là, et on fait établir à ces enfants de 9 ans, ce qu'on appelle une dispense d'âge, soit en plus. C'est-à-dire, il a 9 ans, mais on lui fait une dispense d'âge de plus 1 an. Et c'est le candidat là qui fait la demande et qui donne la preuve déjà même à travers son acte de naissance. Ça se constate qu'il n'a pas l'âge requis pour aller à l'examen. Alors, avec l'administration scolaire, son école, son établissement, s'il est dans le privé, ils font la formalité, l'enfant demande, on l'autorise à avoir 1 an, en plus de son âge, pour avoir les 10 ans requis. Pour être candidat au CEP, je vous le rappelle, il faut avoir au moins 10 ans. Et ça, ces enfants-là qui arrivent plus tôt, c'est permis pour eux qu'ils aillent, mais ils font une dispense, ce n'est pas à amener à la mairie ou dans un arrondissement, quelque part, c'est entre l'administration scolaire et le candidat. Et la direction des examens concours reconnaît ça effectivement. Et si l'enfant là est reçu à l'examen à cet âge-là, il est considéré comme tel. Il a son diplôme et puis il évolue dans le circuit. Ça, c'est... Par contre, quand vous voyez les gardons, il y a certains garçons, si mes souvenirs sont bons, qui arrivent au CM2 par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport au taux d'achèvement, qui arrivent au CM2 parfois à 15 ans, 16 ans, donc plus âgés. Et alors là, si les garçons qui ont 16 ans, je crois bien, si mes souvenirs sont bons, l'âge s'arrête à 15 ans pour être candidat officiel. Alors, là également, il est permis, si c'est des garçons, qu'ils fassent une demande d'une dispense d'âge en moins. S'il a 15 ans, on peut l'autoriser, n'est-ce pas, à faire une dispense d'âge d'un an pour qu'il ait 14 ans, pour avoir accès à l'enseignement secondaire. Sinon, à 15 ans, il serait déjà classé dans la vie active. C'est pareil pour les filles et aux filles depuis toujours, depuis longtemps. Il y a également 1 an de plus sur les garçons. Alors, on lui demande également de faire une dispense d'âge de moins 1. Donc, et ces enfants-là sont également pris en compte. Donc, de plus en plus, même si personnellement, je ne conseille pas la scolarisation précoce, qui voudrait qu'un enfant se retrouve à 9 ans au CM2 pour aller à un examen, le souhait est que nous ayons de plus en plus de jeunes en fin de scolarité. Et si nous avons de plus en plus de jeunes en fin de scolarité, alors ça va permettre de résoudre le problème du taux d'achèvement au primaire. Donc, il n'aurait pas redoublé un coup et il est jeune, il est tout frais et il arrive à 10 ans au CM2, à 11 ans maximum, s'il finit ça, je crois que tout l'avenir est devant lui. En 2023, en 2024, alors les correcteurs surveillants, essentiellement et chefs centres, ont été désignés suite à la mise en place et à l'utilisation de la plateforme EducMaster. Et ils ne sont pas inscrits sur la plateforme là, tout simplement parce qu'ils sont des enseignants. Il y a des critères bien précis. Alors, au nombre de critères, je peux vous citer d'abord le critère, si vous voulez aller à la correction, il faut que vous donniez la preuve d'avoir tenu la classe du CM2. La correction est exclusivement réservée aux titulaires de la classe du CM2. Donc, et ça, ce critère-là est clairement écrit, défini et confié au logiciel. Et une légère ouverture a été faite à travers la concession que nous avons faite aux partenaires sociaux, aux enseignants qui tiennent le CI, le cours d'initiation. Qui pourraient également avoir accès, dans une certaine mesure, quand on aurait fini d'utiliser tous ceux qui ont tenu la classe de CM2, s'il y a de place encore, on fait un clin d'œil aux titulaires de classe de cours d'initiation.
pour qu'ils ne soient pas pénalisés totalement. Mais on aurait fini d'utiliser d'abord ceux qui ont tenu la place. Donc, c'est inclus sur la cible. Puisque c'est la plateforme désormais à partir de cette base-là qui dégage ceux qui sont susceptibles d'aller à la correction parce qu'ils sont tous inscrits sur la plateforme sur la base des critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, titulaire de classe de CM2, élevé en grade, donc un enseignant expérimenté, et je peux m'en arrêter là pour le moment. Alors, si ces systèmes-là qu'on désigne des gens, alors c'est possible qu'il y ait des gens pas en très bonne forme sanitaire qui se retrouvent à la correction, qui se retrouvent comme des correcteurs. Encore qu'au niveau des correcteurs, le critère voudrait que ce soit vraiment quelqu'un d'âgé et d'expérimenté. Alors ça là, c'est des insuffisances. Ce qu'il faut retenir par rapport à la plateforme, c'est que cette dématérialisation nous a permis de corriger beaucoup de dérives par rapport à la désignation des enseignants qui prennent part aux travaux d'examen. Par le passé, vous savez, si c'est le chef hiérarchique qui doit, de son chef, proposer des gens pour aller à la correction, vous voyez tout ce que cela avait engendré et tout ce que cela pourrait engendrer. Et dedans, on va retrouver toutes les formes, disons, de clientélisme, d'acharnement et de harcèlement même à la limite. Mais désormais, quand ce n'est plus ça, donc je crois que ça marche. Donc, cette année, pour cette session de 2025, c'est toujours la plateforme EducMaster qui sera utilisée. Et tout est fin prêt. Tous les enseignants qui sont dans nos écoles, publiques comme privées aujourd'hui, sont tous inscrits sur la plateforme. Chacun avec son numéro matricule, chacun avec son cours, et chacun avec également son entité qu'il dirige. Donc, là, si nous avons quelque chose à faire par rapport à la plateforme, c'est qu'il faut améliorer et aller de l'avant. On n'a pas intérêt aujourd'hui à reculer, à revenir sur ce qui se faisait par le passé et qui occasionnait beaucoup de dérives.